Le son résonna dans la salle à manger comme un coup de feu. Une douleur vive me brûla la joue alors que je reculais en titubant, ma main se posant instinctivement sur la marque rouge qui s'épanouissait sur mon visage. La dinde de l'Action de grâce trônait, oubliée, sur la table, tandis que 12 paires d'yeux me fixaient, certaines choquées, d'autres satisfaites, toutes silencieuses. Mon mari, Maxime, se tenait au-dessus de moi, la main encore levée, la poitrine soulevée par la colère. « Ne me fais plus jamais honte devant ma famille », gronda-t-il, sa voix chargée de venin. Sa mère, Jacqueline, esquissa un sourire narquois depuis sa chaise. Son frère, Julien, ricana doucement. Sa sœur, Florence, leva les yeux au ciel, comme si je l'avais mérité. Mais alors, depuis un coin de la pièce, une voix si faible mais si tranchante qu'elle aurait pu couper l'acier se fit entendre. « Papa !» Toutes les têtes se tournèrent vers ma fille de 9 ans, Émilie, qui se tenait près de la fenêtre, sa tablette serrée contre sa poitrine. Ses yeux sombres, si semblables aux miens, portaient une lueur qui fit basculer l'atmosphère de la pièce. Une lueur qui fit vaciller l'assurance arrogante de Maxime. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » dit-elle, sa voix ferme et étrangement calme pour une enfant. « Parce que maintenant, grand-papa va voir. » Le visage de Maxime se vida de toutes couleurs. Sa famille échangea des regards perplexes, mais je vis une peur indéfinissable s'insinuer dans leurs expressions. « De quoi parles-tu » demanda Maxime, mais sa voix se brisa. Émilie incline la tête, l'observant avec l'intensité d'un scientifique étudiant un spécimen. « Je t'ai enregistré, papa. Tout, depuis des semaines, et j'ai tout envoyé à grand-papa ce matin. » Le silence qui suivit fut oppressant. La famille de Maxime commença à s'agiter sur leur chaise, comprenant soudain que quelque chose avait mal tourné, irréversiblement. « Il m'a dit de te dire, » poursuivit Émilie, sa petite voix portant le poids d'une sentence imminente, « qu'il est en chemin. » Et c'est alors qu'ils commencèrent à blêmir. C'est alors que les murmures paniqués commencèrent. 3 heures plus tôt, j'étais dans la même cuisine, badigeonnant méthodiquement la dinde, mes mains tremblant d'épuisement. La contusion sur mes côtes, souvenir de la leçon de la semaine précédente, me faisait encore mal à chaque mouvement, mais je ne pouvais pas le montrer. Pas avec l'arrivée imminente de la famille de Maxime. Pas quand le moindre signe de faiblesse serait utilisé comme une arme contre moi. « Thérèse, où diable sont mes bonnes chaussures ?» La voix de Maxime tonna depuis l'étage, et je sursautai malgré moi. « Dans le placard, chérie. Étagère du bas, à gauche, » répondis-je, ma voix soigneusement modulée pour éviter une nouvelle explosion. Émilie était assise au comptoir de la cuisine, soi-disant occupée par ses devoirs, mais je savais qu'elle m'observait. Elle observait toujours, désormais, ses yeux intelligents ne manquant aucun détail. À 9 ans, elle avait appris à lire les signes avant-coureurs mieux que moi. La raideur des épaules de Maxime lorsqu'il franchissait la porte, la manière particulière dont il s'éclaircissait la gorge avant de se lancer dans une tirade, le silence menaçant qui précédait ses pires moments. « Maman », dit-elle doucement, sans lever les yeux de sa feuille de calcul. « Ça va ?» La question me frappa comme un coup physique. Combien de fois m'avait-elle posé cette question ? Combien de fois avais-je menti en disant que tout allait bien, que papa était juste stressé, que les adultes se disputèrent parfois, mais que cela ne signifiait rien ? « Ça va, ma chérie », murmurai-je, le mensonge amer sur ma langue. Le crayon d'Émilie s'immobilisa. « Non, ce n'est pas vrai. » Avant que je puisse répondre, les pas lourds de Maxime résonnèrent dans l'escalier. « Thérèse, cette maison est un dépotoir. Ma mère sera là dans 1 heure et tu n'as même pas... » Il s'arrêta net en voyant Émilie qui l'observait. Pendant un bref instant, quelque chose qui ressemblait à de la honte traversa son visage, mais cela disparut si vite que j'aurais pu l'imaginer. « Émilie, va dans ta chambre, » dit-il sèchement. « Mais papa, je fais mes devoirs, comme tu... » Maintenant. Émilie rassembla lentement ses livres, délibérément. En passant près de moi, elle serra ma main, un petit geste de solidarité qui faillit me briser le cœur. À la porte de la cuisine, elle s'arrêta et regarda Maxime. « Sois gentil avec maman, » dit-elle simplement. La mâchoire de Maxime se crispa. « Pardon ? Elle cuisine depuis ce matin, même si elle est fatiguée. Alors, sois gentil. » L'audace d'une fillette de 9 ans défiant son père laissa Maxime momentanément sans voix. Mais je vis l'éclair dangereux dans ses yeux, la manière dont ses poings se serrèrent. « Émilie, va-t'en », dis-je rapidement.
essayant de désamorcer la situation. Elle hocha la tête et disparut à l'étage, mais pas avant que je ne remarque la détermination dans son regard, si semblable à celle de mon père lorsqu'il se préparait à un combat. Cette gamine devient trop insolente, marmonna Maxime, reportant son attention sur moi. Tu l'élèves pour qu'elle me manque de respect. Elle est juste protectrice, dis-je prudemment. Elle n'aime pas voir. Voir quoi? Sa voix tomba dans ce murmure menaçant qui me glaçait le sang. Tu lui racontes des histoires sur nous, Thérèse? Non, Maxime, jamais. Parce que si tu le fais, si tu dresses ma fille contre moi, il y aura des conséquences. Sa fille. Comme si je n'avais aucun droit sur l'enfant que j'avais porté pendant 9 mois, soigné à travers chaque maladie, réconforté à chaque cauchemar. La sonnette retentit, me sauvant de répondre. Maxime ajusta sa cravate et se transforma instantanément en l'époux et fils charmant que sa famille connaissait et aimait. Le changement était si fluide qu'il en était terrifiant. C'est l'heure du spectacle, dit-il avec un sourire froid. Souviens-toi, nous sommes la famille parfaite. La famille de Maxime envahit notre maison comme une nuée de sauterelles élégamment vêtues, chacune portant son propre arsenal de commentaires passifs agressifs et d'insultes voilées. Sa mère, Jacqueline, entre à la première, son regard critique balayant immédiatement la maison à la recherche de défauts. « Oh, Thérèse, ma chère, dit-elle d'un ton mielleux empreint de condescendance, tu as fait quelque chose avec la décoration. C'est tellement rustique. J'avais passé 3 jours à perfectionner cette décoration. Le frère de Maxime, Julien, arriva avec sa femme, Mélanie, tous deux arborant des vêtements de créateurs et des sourires supérieurs. « Ça sent bon ici, » dit Julien, avant d'ajouter à voix basse, « pour une fois. » La vraie pique vint de la sœur de Maxime, Florence, qui fit mine de m'enlacer tout en murmurant « Tu as l'air fatiguée, Thérèse. Tu ne dors pas bien ? Maxime dit toujours que les épouses stressées vieillissent plus vite. » Je forçai un sourire et hochai la tête, jouant mon rôle dans ce théâtre tordu. Mais je remarquai Émilie dans l'embrasure de la porte, sa tablette à la main, ses yeux perçants enregistrant chaque affront, chaque commentaire cruel, chaque moment où son père ne me défendait pas. Tout au long du dîner, le schéma se répéta. Maxime se délectait de l'attention de sa famille pendant qu'il me diminuait systématiquement, avec une précision chirurgicale. « Thérèse a toujours été si simple, » dit Jacqueline en découpant sa dinde. « Peu d'éducation, vous savez. Maxime a vraiment épousé en dessous de sa condition, mais c'est un homme si bon de s'occuper d'elle. » Maxime ne la contredit pas. Il ne le faisait jamais. « Vous vous souvenez quand Thérèse a essayé de retourner à l'école ?» rit Florence. « C'était quoi, infirmière ?» Maxime a dû mettre le holà. Quelqu'un devait se concentrer sur la famille. Ce n'était pas comme ça que ça s'était passé. J'avais été accepté dans un programme d'infirmière, j'avais des rêves d'indépendance financière, d'une carrière qui comptait. Maxime avait saboté ma candidature, m'avait dit que j'étais trop stupide pour réussir, que je l'embarrasserais en échouant. Mais je ne dis rien, je souris, remplis leur verre de vin et fis semblant que leurs mots ne me transperçaient pas comme du verre brisé. Émilie, elle, avait cessé de manger. Elle était assise, raide, sur sa chaise, ses petites mains serrées sur ses genoux, regardant la famille de son père me déchirer morceau par morceau. Julien annonça fièrement la promotion de sa femme Mélanie, mais son commentaire cinglant sur « exister » blessa profondément l'assemblée, surtout moi, déjà ébranlé par les critiques constantes de la famille de Maxime. Alors que Jacqueline louait les femmes ambitieuses, Maxime, mon mari, choisit de soutenir sa famille plutôt que moi, levant son verre à leur gloire, me laissant invisible. Blessé, je m'éclipsai dans la cuisine pour reprendre mes esprits, mais leurs murmures cruels continuèrent. Maxime se plaignait de ma sensibilité, sa mère le soutenait, jusqu'à ce que la voix d'Émilie, ma fille, tranche le silence. « Pourquoi vous détestez tous ma maman ?» demanda-t-elle, dénonçant leur méchanceté avec une clarté déchirante, décrivant mes efforts, ma gentillesse et leur indifférence. Maxime, furieux, ordonna à Émilie de se taire, mais elle tint bon, défiant son père. Lorsque sa colère éclata, je me précipitai pour protéger ma fille, affrontant Maxime alors qu'il m'insultait, me traitant de faible. La tension explosa quand je révélai enfin la vérité. Il me frappait, terrorisait notre enfant. Sa main se leva, et dans un instant de douleur et d'humiliation publique, Émilie s'avança, changeant tout par son courage. 1 mois plus tôt. « Maman, tu peux m'aider avec mon projet scolaire ?»
Je levai les yeux du tas de factures que je triais. Des factures médicales de ma visite aux urgences que la famille de Maxime ignorait. Celle où j'avais dit au médecin que j'étais tombé dans l'escalier. Émilie se tenait dans l'embrasure de la porte de ma chambre, sa tablette à la main, une expression indéchiffrable sur le visage. « Bien sûr, ma chérie. C'est à propos de quoi ? » « La dynamique familiale, dit-elle prudemment. On doit documenter comment les familles interagissent et communiquent. Quelque chose dans son ton me mit mal à l'aise. Documenter comment ? En prenant des vidéos, en enregistrant des conversations, en montrant des exemples de la manière dont les membres de la famille se traitent. Ses yeux rencontrèrent les miens, sombres et sérieux. Madame Dubois dit que c'est important de comprendre ce qu'est une famille saine par rapport à d'autres types. Mon cœur se serra. La professeure d'Émilie, Madame Dubois, avait toujours été perspicace, posant les bonnes questions quand Émilie arrivait à l'école avec des cernes sous les yeux ou sursautait lorsque les adultes haussèrent la voix. « Émilie, commençai-je prudemment. Tu sais que certaines choses qui se passent dans les familles sont privées, n'est-ce pas ? Tout n'a pas besoin d'être partagé ou enregistré. »« Je sais, dit-elle, mais il y avait quelque chose dans sa voix. Une détermination qui me rappelait tellement mon père qu'elle me coupa le souffle. Mais Madame Dubois dit que documenter les choses peut être important. Pour comprendre, pour se protéger. Le mot « protéger » resta suspendu entre nous comme une arme chargée. Cette nuit-là, après que Maxime m'eut crié dessus pour avoir acheté la mauvaise marque de café et claqué la porte de la chambre si fort que la maison trembla, Émilie apparut dans l'embrasure de ma porte. « Maman » murmura-t-elle. « Ça va ?» J'étais assise sur mon lit, tenant une poche de glace contre mon épaule, où il m'avait saisi, laissant des marques en forme de doigts que je cacherais sous des manches longues de main. « Ça va, ma chérie » mentis-je automatiquement. Émilie entra dans la pièce et ferma doucement la porte derrière elle. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. » Quelque chose dans sa voix me fit lever les yeux. Elle semblait soudain plus âgée, portant un poids qu'aucun enfant ne devrait avoir à porter. « J'ai réfléchi, » dit-elle, grimpant sur le lit à côté de moi. « À propos de mon projet. À propos des familles. » Émilie. « Je sais que papa te fait mal, » dit-elle doucement, ses mots tombant comme des pierres dans une eau calme. « Je sais que tu fais semblant que ce n'est pas le cas, mais je sais. » Ma gorge se noua. « Ma chérie, parfois les adultes... » « Madame Dubois nous a montré une vidéo, » interrompit Émilie, « sur les familles où des gens sont blessés. Elle a dit que si on voyait quelque chose comme ça, on devait le dire à quelqu'un qui peut t'aider. » « Émilie, tu ne peux pas. J'ai enregistré, maman. » Les mots me frappèrent comme un coup physique. « Quoi ?» Les petites mains d'Émilie tremblaient alors qu'elle levait sa tablette. « J'ai enregistré quand il est méchant avec toi, quand il crie et quand il te fait mal. J'ai des vidéos, maman, beaucoup. » L'horreur et l'espoir s'entremêlèrent dans ma poitrine. « Émilie, tu ne peux pas. Si ton père le découvre, il ne le découvrira pas, » dit-elle avec une certitude effrayante. « Je suis prudente. Vraiment, vraiment prudente. » Elle ouvrit sa tablette et me montra un dossier nommé « Projet familial ». À l'intérieur des dizaines de fichiers vidéo, chacun horodaté et daté. « Émilie, c'est dangereux. S'il te surprend... »« Maman, » dit-elle, sa petite main couvrant la mienne, « je ne le laisserai plus te faire mal. J'ai un plan. » Le regard dans ses yeux, ancien, déterminé et absolument sans peur, me glaça jusqu'aux os. « Quel genre de plan ?» Émilie resta silencieuse un long moment, ses doigts traçant des motifs sur la couverture. Grand-papa disait toujours que les brutes ne comprennent qu'une seule chose. Mon père, bien sûr. Émilie adorait mon père, l'appelait chaque semaine, écoutait avec une attention captivée ses histoires sur le leadership, le courage et la défense de ce qui est juste. Il était colonel dans l'armée, un homme qui inspirait le respect et n'avait jamais reculé devant un combat de toute sa vie. « Émilie, tu ne peux pas impliquer grand-papa. C'est entre ton père et moi. »« Non, ce n'est pas vrai, » dit-elle fermement. « C'est à propos de notre famille, notre vraie famille, et grand-papa dit toujours que la famille protège la famille. » Au cours du mois suivant, Émilie, ma fille de 9 ans, se transforma en une protectrice déterminée,
capturant en secret sur sa tablette les moments où Maxime révélait sa violence. Ses mots cruels, ses gestes menaçants, comme lorsqu'il me poussa violemment contre le réfrigérateur pour une simple erreur. Elle agissait avec une prudence d'adulte, documentant chaque incident pour construire un dossier contre lui, malgré mes tentatives pour l'arrêter. « Maman, quelqu'un doit nous protéger », disait-elle, me montrant une vidéo où je me recroquevillais, terrifié, sous la rage de Maxime. « Ce n'est pas de l'amour », affirmait-elle, avec une sagesse qui me brisait le cœur. 2 semaines avant l'Action de grâce, j'entendis Émilie parler à mon père au téléphone, lui posant des questions hypothétiques sur ce qu'il ferait si quelqu'un me faisait du mal. Sa réponse, ferme et protectrice, confirma qu'il serait toujours là pour nous. Le lendemain, Émilie me montra un message qu'elle lui avait envoyé. « Je commence à m'inquiéter pour maman. Peux-tu aider ?» Mon père répondit immédiatement qu'il était prêt. « Prêt à nous sauver », me dit Émilie, ses yeux pleins de détermination, comme si elle portait déjà le poids de notre salut. Le matin de l'Action de grâce, Émilie était inhabituellement calme. Pendant que je courais dans tous les sens pour les derniers préparatifs, elle était assise à la table du petit déjeuner, mangeant méthodiquement ses céréales et observant Maxime avec une intensité qui aurait dû être troublante chez une enfant. Maxime était déjà sur les nerfs. Les visites de sa famille faisaient toujours ressortir le pire en lui. Le besoin d'apparaître en contrôle, la pression de maintenir son image de patriarche prospère. Il m'avait déjà rabroué 3 fois avant 9 heures du matin, 1 fois pour avoir utilisé les mauvaises cuillères de service et 2 fois pour avoir respiré trop fort. « Souviens-toi, dit-il, ajustant sa cravate devant le miroir du couloir. Aujourd'hui, nous sommes la famille parfaite, mari aimant, épouse dévouée, enfant bien élevé. Peux-tu gérer ça, Thérèse ? Oui, murmurai-je. Et toi ? Il se tourna vers Émilie. Plus d'attitude comme ces derniers temps. Les enfants doivent être vus, pas entendus, quand les adultes parlent. Émilie hocha la tête solennellement. Je comprends, papa. Quelque chose dans sa soumission facile aurait dû l'alerter, mais Maxime était trop concentré sur sa propre performance pour remarquer le regard calculateur dans les yeux de sa fille. Sa famille arriva par vagues, chacun apportant sa propre marque de toxicité. Ils s'installèrent dans notre salon comme s'ils en étaient de propriétaires, commençant immédiatement leur rituel d'humiliation subtile. « Thérèse, ma chère, » dit Jacqueline, acceptant un verre de vin. « Tu devrais vraiment faire quelque chose pour ces racines grises. Maxime travaille si dur pour subvenir à vos besoins. Le moins que tu puisses faire est de prendre soin de toi. » Maxime rit, vraiment rit. Maman a raison. Je lui dis tout le temps qu'elle se laisse aller. Je ressentis la brûlure familière de la honte, mais lorsque je jetai un coup d'œil à Émilie, je vis ses petits doigts bouger sur l'écran de sa tablette. Je suis sûr qu'elle enregistrait. L'après-midi se poursuivit dans la même veine. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, la conversation se tournait vers des pics subtils sur mon apparence, mon intelligence, ma valeur en tant qu'épouse et mère, et chaque fois, Maxime soit se joignait à eux, soit restait silencieux, sa complicité plus dévastatrice qu'une cruauté ouverte. Mais Émilie documentait tout. Pendant le dîner, alors que Maxime découpait la dinde avec une précision théâtrale, sa famille lança son attaque la plus vicieuse. « Tu sais, » dit Julien, « Mélanie et moi disions justement à quel point Maxime est chanceux que tu sois si conciliante, Thérèse. Certaines épouses feraient des histoires pour, eh bien, tout. »« Que veux-tu dire ?» demandai-je, bien que je savais que je n'aurais pas dû. Florence gloussa. « Allons, tu prends tout sans jamais te défendre, sans jamais te battre. C'est presque admirable à quel point tu t'es complètement soumise. »« Elle connaît sa place, » dit Maxime, et la satisfaction cruelle dans sa voix fit enfin craquer quelque chose en moi. « Ma place, » répétai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Thérèse. » La voix de Maxime portait un avertissement, mais je ne pouvais plus m'arrêter. 3 ans d'humiliation accumulée, d'orgueil ravalé, de protection de ma fille contre une vérité qui nous détruisait toutes les deux. Tout se déversa. Ma place est de cuisiner votre nourriture, de nettoyer vos saletés et de sourire pendant que votre famille me dit à quel point je suis inutile. Ma place est de disparaître pendant que tu t'attribues tout le mérite de ce que je fais et me blâmes pour tout ce qui va mal. Le visage de Maxime passa du blanc au rouge. Thérèse, arrête. Maintenant. Ma place est de faire semblant de ne pas voir Émilie regarder pendant que tu... C'est alors qu'il se leva.
C'est alors que sa main se leva. C'est alors que tout changea pour toujours. La gifle résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Le temps sembla ralentir alors que je reculais en titubant, ma joue brûlante, ma vision brouillée par des larmes de douleur et de choc. Mais ce n'était pas la douleur physique qui me détruisait. C'était le regard de satisfaction sur les visages de la famille de Maxime. La manière dont ils hochèrent la tête, comme si j'avais enfin eu ce que je méritais. Maxime se tenait au-dessus de moi, respirant fort, la main encore levée. « Ne me fais plus jamais honte devant ma famille », gronda-t-il. La salle à manger était silencieuse, sauf le son de ma respiration saccadée et le tic-tac de l'horloge à pendule dans le coin. 12 paires d'yeux me fixaient, certaines choquées, d'autres satisfaites, toutes attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. C'est alors qu'Émilie avança. « Papa ». Sa voix était si calme, si contrôlée qu'elle me donna des frissons. Maxime se tourna vers elle, sa colère toujours ardente, prêt à déchaîner sa fureur sur quiconque oserait le défier. « Quoi ?» lança-t-il. Émilie se tenait près de la fenêtre, sa tablette serrée contre sa poitrine comme un bouclier. Ses yeux sombres, mes yeux, étaient fixés sur son père avec une intensité qui fit basculer l'atmosphère de la pièce. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » dit-elle, sa voix ferme et étrangement calme pour une enfant. La colère de Maxime vacilla un instant, une lueur de confusion traversant son visage. « De quoi parles-tu » Émilie incline la tête, l'observant avec l'évaluation froide d'un prédateur jaugeant sa proie. « Parce que maintenant, grand-papa va voir. » L'atmosphère de la salle à manger se tendit lorsque Émilie, brandissant sa tablette, révéla qu'elle avait enregistré les abus de Maxime. Insultes, ses violences, ses gestes cruels envers moi, en voyant toutes les preuves à mon père, le colonel Jacques Martin, un homme influent et déterminé. La famille de Maxime, choquée, vacilla entre incrédulité et panique, tandis que lui, blême, tentait de se défendre, balbutiant que ce n'était qu'un malentendu. Mais Émilie, implacable, l'interrompit, décrivant avec une clarté glaçante comment il me rabaissait pour se sentir puissant, accusant sa famille d'avoir fermé les yeux sur ses actes en me blâmant. Émilie poursuivit, révélant les cruautés de la famille de Maxime, leurs remarques méprisantes, leurs jugements qui me diminuaient à chaque visite, les rendant complices de ma souffrance. Lorsque la tablette sonna avec un message de mon père, Émilie annonça, avec un sourire froid, qu'il était en chemin, promettant des conséquences. La panique s'empara de la pièce, les excuses de Maxime s'effondrèrent, et pour la première fois, sa famille vit la vérité sur l'homme qu'il était, tandis qu'Émilie se tenait droite, protectrice, ayant brisé le silence qui nous emprisonnait. Le silence qui suivit fut oppressant. Maxime regardait sa fille comme s'il la voyait pour la première fois, et ce qu'il voyait le terrifiait clairement. Ce n'était pas l'enfant calme et obéissante qu'il pensait connaître. C'était quelqu'un qui observait, apprenait, planifiait. « Depuis combien de temps ?» murmura-t-il. « Quoi, papa ? Depuis combien de temps tu m'enregistres ?» Émilie consulta sa tablette avec une précision clinique. 43 jours, 17 heures et 36 minutes de vidéo. Des enregistrements audio d'un autre 28 incidents. Les chiffres frappèrent la pièce comme des coups physiques. Le frère de Maxime, Julien, regardait ouvertement, la bouche béante. Sa femme, Mélanie, avait les larmes aux yeux. « Mon Dieu, Maxime !» souffla Julien. « Qu'as-tu fait ?»« Je n'ai rien fait !» explosa Maxime, sa contenance enfin complètement brisée. « Elle ment. Elle est manipulatrice. » Émilie tourna calmement sa tablette, montrant l'écran à la pièce. Dessus, clair comme le jour, une vidéo de Maxime me saisissant à la gorge et me plaquant contre le mur de la cuisine tout en criant parce que le dîner avait 5 minutes de retard. « C'était mardi, » dit Émilie d'un ton conversationnel. « Voulez-vous voir mercredi ? Ou peut-être jeudi quand tu as jeté la tasse de café à la tête de maman ?» Maxime se précipita vers la tablette, mais Émilie était prête. Elle se glissa derrière ma chaise, son doigt planant au-dessus de l'écran. « Je ne ferai pas ça, » dit-elle calmement. « Tout est sauvegardé. » Stockage cloud, le téléphone de grand-papa, l'email de Madame Dubois, la ligne de dénonciation de la police. Maxime se figea. « La police ?» Grand-papa a insisté, dit Émilie factuellement. Il a dit que la documentation est importante quand les mauvaises personnes doivent assumer les conséquences. C'est alors que nous l'entendîmes. Le grondement des moteurs dans l'allée, des portières claquant, des pas lourds sur le perron. Émilie sourit. Il est là.
La porte d'entrée ne s'ouvrit pas simplement. Elle s'ouvrit avec fracas, comme soufflée par la force d'une fureur justifiée. Mon père remplit l'embrasure de la porte comme un ange vengeur, sa prestance militaire reconnaissable, même en vêtements civils. Derrière lui se tenaient 2 autres hommes que je reconnus des fonctions de la base, tous 2 officiers, arborant des expressions qui auraient pu faire fondre l'acier. La salle à manger devint silencieuse, sauf pour le bruit du verre de vin de Jacqueline se brisant sur le sol. Le colonel Jacques Martin balaya la pièce du regard avec l'efficacité froide d'un homme qui avait commandé des troupes dans des zones de guerre. Ses yeux enregistrèrent tout, ma joue rouge, la posture coupable de Maxime, les visages frappés de la famille de Maxime, et Émilie debout à mes côtés, sa tablette toujours serrée dans ses mains. « Colonel Martin !» bégaya Maxime, son bravoure s'évaporant comme de la fumée. « C'est inattendu. Nous n'étions pas... »« Assieds-toi » dit mon père calmement. L'ordre portait une telle autorité que Maxime recula d'un pas. Mais il ne s'assit pas. « Monsieur, je pense qu'il y a un malentendu. » J'ai dit « Assieds-toi ». Cette fois, les genoux de Maxime fléchirent et il s'effondra sur sa chaise. Sa famille resta figée, effrayée de bouger ou de parler. Mon père entra dans la pièce, ses compagnons le flanquant comme des gardes d'honneur. « Émilie » dit-il doucement, sa voix se transformant complètement lorsqu'il s'adressa à sa petite fille. « Est-ce que tu vas bien ?»« Oui, grand-papa » dit-elle, courant vers lui. Il la souleva dans un bras tout en gardant son regard mortel fixé sur Maxime. « Et ta mère ?» Les yeux d'Émilie se posèrent sur ma joue brûlante. « Elle est blessée, grand-papa. » Encore. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Mon père reposa Émilie soigneusement et s'approcha de moi. Ses yeux entraînés cataloguaient chaque blessure visible avec une précision clinique. Lorsqu'il toucha doucement ma joue, examinant l'empreinte de main que Maxime y avait laissée, sa mâchoire se serra si fort que j'entendis ses dents grincer. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il doucement. « Papa ?»« Depuis combien de temps, Thérèse ?» Je ne pouvais pas lui mentir. Pas avec Émilie qui regardait, pas avec la preuve si clairement affichée sur mon visage. 3 ans. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme une sentence d'exécution. Mon père se tourna lentement pour faire face à Maxime, et je ne l'avais jamais vu aussi dangereux. Pas sur les photos de combat, pas sur ses portraits militaires les plus intimidants. Rien ne se ruligne. 3 ans, répéta-t-il, sa voix conversationnelle. 3 ans que tu portes la main sur ma fille. Monsieur, ce n'est pas ce que vous pensez, commença Maxime. 3 ans que tu terrorises ma petite fille. Je n'ai jamais touché Émilie. Je ne ferai jamais... Tu penses que parce que tu ne l'as pas frappée, tu ne l'as pas blessée ? La voix de mon père monta légèrement, et Maxime gémit réellement. Tu penses qu'un enfant peut voir sa mère être maltraitée sans en être affecté ? Tu penses que ce que tu as fait à cette famille n'est pas un crime contre cette petite fille ? Le colonel Martin, mon père, confronta la famille de Maxime avec une autorité implacable, accusant Jacqueline et les autres d'avoir fermé les yeux sur les abus physiques et émotionnels de Maxime envers moi, rendant chaque membre complice des bleus et des larmes d'Émilie et moi. Le major Renaud présenta des preuves accablantes, vidéos, enregistrements audio, photos de blessures et dossiers médicaux, confirmant les violences, tandis que Maxime Blême tentait vainement de se défendre. Mon père révéla qu'un dossier de protection de l'enfance était déjà ouvert, déclenché par la professeure d'Émilie, amplifiant la panique de la famille de Maxime, qui réalisait enfin l'ampleur de leurs erreurs. Maxime, désespéré, implora sa famille, mais le capitaine Torres lui signifia une ordonnance de restriction, l'obligeant à quitter la maison, désormais sous mon contrôle exclusif temporaire. Jacqueline, en larmes, reconnut avoir vu les vidéos, et la famille de Maxime, horrifiée, se détourna de lui, Julien et Florence déclarant qu'ils ne pouvaient pas soutenir ses actes. « La famille se protège », dit Florence, laissant Maxime seul face à la justice que mon père promettait, non par vengeance, mais par respect de la loi. Alors que les proches de Maxime quittaient à la maison comme des pleureurs qui tentent un enterrement, mon père tourna son attention vers Émilie et moi. « Faites vos valises, dit-il doucement. Toutes les deux, vous venez chez moi ce soir. »« Mais c'est notre maison, protestai-je faiblement. »« C'était votre prison, dit Émilie avec une clarté surprenante. »« La maison de grand-papa, c'est chez nous. »«
Maxime était toujours assis à la table, fixant les décombres de sa vie. « Thérèse, dit-il désespérément, s'il te plaît, je peux changer. Je peux me faire aider. Ne détruis pas notre famille pour... » « Pourquoi ?» trouvai-je enfin ma voix, les mots venant plus forts qu'ils ne l'avaient fait depuis des années. « Pour m'avoir frappé, pour avoir terrorisé notre fille, pour 3 ans à nous faire peur de respirer mal, ce n'était pas si grave. »« Papa, » interrompit Émilie, sa voix triste plutôt qu'en colère maintenant. « J'ai 43 jours d'enregistrement qui disent que c'était exactement aussi grave. » Maxime regarda sa fille, la regarda vraiment, et sembla enfin comprendre ce qu'il avait perdu. Pas seulement une femme, pas seulement une maison, mais le respect et l'amour de la personne qui aurait dû l'admirer le plus. « Émilie, je suis ton père, » dit-il, brisé. « Non, » dit-elle, avec une finalité dévastatrice. Les pères protègent leur famille. Les pères font que leurs enfants se sentent en sécurité. Tu es juste l'homme qui vivait ici avant. 6 mois plus tard, Émilie et moi étions assises dans notre nouvel appartement, petit mais lumineux, avec des fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil et des portes que nous pouvions verrouiller sans craindre qui pourrait entrer. L'ordonnance de restriction avait tenu. Maxime avait été condamné pour plusieurs chefs d'accusation et condamné à 2 ans de prison, suivi d'une gestion obligatoire de la colère et de visites supervisées avec Émilie. Émilie n'avait pas encore demandé à le voir. Le divorce avait été rapide et décisif. La famille de Maxime, horrifiée par la nature publique de ses crimes et terrifiée par leur propre exposition légale, l'avait poussé à ne rien contester. J'avais obtenu la maison, que j'avais immédiatement vendue. J'avais obtenu la moitié de tout. Plus des paiements de soutien substantiels. Plus important encore, j'avais retrouvé ma vie. « Maman, » dit Émilie depuis sa place sur le canapé où elle faisait ses devoirs. Madame Dubois veut savoir si tu parlerais à sa classe de la résilience. Je levai les yeux de mes manuels d'infirmière. Oui, je poursuivais enfin ce diplôme que Maxime m'avait convaincu que j'étais trop stupide pour obtenir. Que dirais-je ? Émilie réfléchit sérieusement. Peut-être que être fort ne signifie pas se taire. Peut-être que protéger quelqu'un signifie parfois être assez courageux pour demander de l'aide. Ma fille de 9 ans, qui avait orchestré la chute d'un homme adulte grâce à une pensée stratégique pure et une détermination inébranlable, me donnait des conseils sur le courage. « Et toi ?» demandai-je. « Ça va, avec tout ce qui s'est passé ?» Émilie posa son crayon et me regarda avec ses yeux anciens qui avaient vu trop de choses, mais restaient clairs et pleins d'espoir. « Maman, tu te souviens de ce que tu disais quand j'avais des cauchemars ? Tu me disais que les gens courageux ne sont pas ceux qui n'ont pas peur. Les gens courageux sont ceux qui ont peur, mais qui font ce qui est juste quand même. » Je hochai la tête, me souvenant des innombrables nuits où j'avais murmuré ces mots pendant qu'elle tremblait dans mes bras après nous avoir entendus nous disputer. « Tu as été courageuse, » dit-elle simplement. « Tu es restée pour me protéger, même si rester te faisait mal. Et j'ai été courageuse parce que je savais que je devais te protéger. Nous nous sommes protégés l'une l'autre. » Les larmes brouillèrent de ma vision. J'aurais dû partir plus tôt. J'aurais dû... Maman, interrompit Émilie doucement. Tu es partie quand tu étais prête. Tu es partie quand c'était sûr. Tu es partie quand tu savais que nous irions bien. Elle avait raison, bien sûr. Ma brillante, remarquable fille avait raison. La vérité était que je n'étais pas partie. Nous nous étions échappés. Et nous nous étions échappés parce qu'une fillette de 9 ans avait été plus courageuse, plus intelligente et plus stratégique que n'importe quel adulte dans la situation. Elle avait vu ce qui devait arriver et l'avait fait arriver méthodiquement, soigneusement et avec une efficacité dévastatrice. « Il te manque ?» demandai-je doucement. « Ton père. » Émilie resta silencieuse un long moment. « Mais je ne regrette pas d'avoir peur tout le temps. Je ne regrette pas de te voir devenir plus petite et plus triste chaque jour. Il ne me manque pas du tout. Il est méchant. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Mais j'aime qui tu es maintenant. Tu deviens plus grande à nouveau. » Elle avait raison là-dessus aussi. Je devenais plus grande, plus forte, plus bruyante. Je riais plus. Je dormais mieux. J'avais de nouveau des opinions, des rêves.
des espoirs pour l'avenir. Maman, la voix d'Émilie était maintenant petite, vulnérable, d'une manière qu'elle s'autorisait rarement. Oui, ma chérie. Penses-tu que d'autres enfants doivent faire ce que j'ai fait? Enregistrer leurs parents, faire des plans, tout ça? La question me brisa le cœur. J'espère que non, bébé. Vraiment, j'espère que non. Mais s'ils doivent le faire, dit-elle, sa voix devenant plus forte, je veux qu'ils sachent qu'ils peuvent, qu'ils ne sont pas en train de dénoncer ou d'être mauvais, que parfois, les enfants doivent sauver leur famille parce que les adultes ne le peuvent pas. Je posai mes manuels et la pris dans mes bras, cet enfant qui nous avait sauvés toutes les deux. Tu sais quoi, Émilie? Quoi? Je pense que tu es peut-être la personne la plus courageuse que je connaisse. Elle se blottit contre moi et pendant un moment, elle était juste ma petite fille à nouveau, pas la stratège brillante qui avait fait tomber son agresseur avec une précision militaire. Je l'ai appris de grand-papa, dit-elle. Et de toi, tu avais juste oublié pendant un moment. Dehors, parlez. Fenêtre de notre appartement, le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose brillant. Demain, j'avais des cours, Émilie avait l'école, et nous avions toutes les deux des rendez-vous de thérapie où nous continuions à traiter tout ce qui s'était passé. Mais ce soir, nous étions en sécurité, nous étions libres, nous étions chez nous. Et Maxime était exactement là où il devait être, payant les conséquences de ses choix, dépouillé de son pouvoir, de sa famille et de ses victimes. Parfois, la justice ressemble à une fillette de 9 ans avec une tablette et un plan. Parfois, la vengeance consiste simplement à laisser la vérité parler d'elle-même. 3 ans plus tard, Émilie a maintenant 12 ans. J'ai toujours toutes les vidéos. Maman pense que je les ai supprimées après le procès, mais je ne l'ai pas fait. Elles sont stockées à 3 endroits différents maintenant, cryptées et protégées par mot de passe. Madame Dubois, qui est maintenant directrice du bois, m'a enseigné la sécurité numérique et la préservation des preuves. Elle dit que j'ai de bons instincts pour la justice. Maman a obtenu son diplôme d'infirmière l'année dernière. Elle travaille maintenant aux urgences, aidant d'autres personnes qui arrivent avec des accidents et des chutes. Elle est douée pour repérer les signes, poser les bonnes questions, aider les gens à trouver leur courage. Elle leur parle d'une petite fille qui a sauvé sa famille avec une tablette et beaucoup de patience. Grand-papa dit que j'ai l'étoffe d'un bon soldat. Il m'apprend le leadership, la stratégie et à défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Maxime, je ne l'appelle plus papa, et il sait qu'il ne doit pas me demander de le faire, sort de prison l'année prochaine. Il m'écrit parfois des lettres, demandant pardon, demandant une chance d'être à nouveau un père. Je ne réponds pas. Maman dit que je pourrais changer d'avis quand je serai plus grande, quand j'aurai plus de perspectives. Peut-être a-t-elle raison, mais pour l'instant je me souviens de tout. Je me souviens d'avoir 9 ans et de voir ma mère rétrécir un peu plus chaque jour. Je me souviens d'avoir fait le choix de nous sauver toutes les deux. Et je me souviens que les brutes ne comprennent que les conséquences. Il a eu 3 ans pour apprendre ce que les conséquences signifient. Si c'est assez de temps pour qu'il devienne une meilleure personne, eh bien, c'est à lui de le décider. Mais il n'aura plus jamais l'occasion de nous faire du mal. J'en ai fait en sorte. À l'école, parfois, les enfants me posent des questions sur ce qui s'est passé. L'histoire a fait les nouvelles locales pendant un moment. Une fillette de 9 ans documente les abus de son père, menant à une condamnation. La plupart des enfants pensent que c'est cool que j'ai aidé à attraper un méchant. Certains me demandent si je me sens mal d'avoir mis mon père en difficulté. Je leur dis que je ne l'ai pas mis en difficulté. Il s'est mis en difficulté en faisant de mauvais choix. J'ai juste veillé à ce que ces choix aient des conséquences. Madame Dubois dit que c'est une façon très mature de voir les choses. Maman dit que c'est une façon très Émilie de voir les choses. Grand-papa dit que c'est une façon très Martin de voir les choses. Les Martins protègent les leurs et ils ne reculent pas devant les brutes. Je pense qu'ils ont tous raison. La semaine dernière, une fille de ma classe m'a dit que son beau-père frappe sa mère. Elle m'a demandé ce qu'elle devait faire. Je lui ai donné ma vieille tablette, celle avec la bonne caméra, et je lui ai appris à utiliser l'application d'enregistrement. Souviens-toi, lui ai-je dit, tu ne dénonces pas, tu collectes des preuves. Et les preuves, c'est le pouvoir. Elle a hoché la tête très sérieusement, de la même manière que je devais probablement le faire quand j'avais 9 ans et que je faisais mes propres plans. Tu m'aideras ? A-t-elle demandé. Oui, ai-je dit sans hésiter. Mais tu dois être très
très prudente. Parce que c'est ce que nous faisons, c'est ce que notre famille fait. Nous nous protégeons les uns les autres. Et nous protégeons ceux qui ont besoin de protection. Et les brutes apprennent que la famille Martin n'oublie pas. Et nous ne pardonnons pas aux gens qui font du mal à ceux que nous aimons. Nous nous assurons simplement qu'ils affrontent les conséquences.